10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Méfions-nous, ils sont peut-être de retour. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, on a eu quelques jours très agités sur la planète foot. C'était un sacré week-end, à l'image de ce but du titre de Scott McTominay. Quel symbole! MVP de Serie A, Naples champion. Celui début de saison, vous vous souvenez, on l'appelait le rôdeur. Souvent le joueur le plus avancé de ce Naples de Conte. Très beau symbole. Lukaku aussi, qui marque le 2-0. C'est beau. C'était une dernière journée un petit peu folle en Italie et partout. Un juste reflet à quel point ce championnat est véritablement le championnat du suspense. Peut-être, niveau intrigue et suspense, le championnat le plus kiffant à suivre en Europe. En tout cas, la Juve se qualifie effectivement en Champions. On a eu en Allemagne Stuttgart qui gagne le Pokal contre l'Arminia Bielefeld, une des trois, avec notamment un doublé d'Enzo Mio, notre Frenchie. On a eu Paris et la Coupe de France, bien sûr contre Reims au Stade de France. On a eu Ancelotti et Luka Modric qui font tous les deux leurs adieux au Bernabeu. Assez incroyable l'image Kroos-Modric, longue étreinte. C'était beau. Et ça, c'était assez beau aussi. Dédicace à tous mes potos là-bas. L'Union Saint-Gilloise championne pour la première fois, je crois, depuis 90 ans. Les images elles se passent de commentaires, elles sont magnifiques. Mais avant qu'on se projette sur samedi, on va beaucoup parler de cette rencontre qui arrive. Avant de faire ça, je vous propose qu'on revienne sur une des choses qui m'a marqué ce week-end. Une des choses que je retiens de la conclusion de cette saison, c'est un club qui a discrètement réalisé quelque chose de très significatif. Qui pour moi, dans l'ombre, avance ses pions un peu comme ça, discrètement. Et je crois que l'Europe va devoir s'en méfier sur les prochaines saisons. Ce club, c'est les amis de Chelsea. Alors, c'est presque accessoirement un club qui est un des 4 à jouer une finale de Coupe d'Europe cette semaine. Demain soir, ils ont la finale de Conference League contre le Betis. Mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, bien sûr. Comme vous le savez, c'est surtout le fait que grâce à leur victoire contre Forest ce week-end, but de Levi Colwill, 1-0 à Nottingham, grâce à cette victoire, 38e journée, ils accrochent la Champions. Ils finissent 4e. Grand succès pour les hommes de Maresca. C'est le meilleur classement de Chelsea sous l'ère Clear Lake, depuis l'arrivée de Todd Boehly et de Clear Lake Capital aux commandes du club. 12e en 2022-2023, 6e la saison dernière, 4e désormais. Ils retrouvent enfin la Champions, une injection de cash significative, une centaine de millions d'euros, un truc comme ça. Et ils l'ont fait avec non seulement l'équipe la plus jeune de Première Ligue, 23,7 ans de moyenne d'âge, mais aussi l'équipe la plus jeune de l'histoire de la Première Ligue. Jamais on n'avait eu une équipe aussi jeune que Chelsea sous les 24 ans de moyenne d'âge, et ils terminent top 4. Gros succès aussi parce que 20 buts de moins encaissés que la saison dernière, 43, 3e meilleure défense d'Angleterre cette saison. C'était même pas dans le top 10 l'année dernière, ils étaient à 63 buts encaissés. Donc là aussi, ils se sont bien améliorés. Ils ont fini avec 5 victoires sur leurs 6 derniers matchs pour aller chercher cette Champions. Et pendant un bon moment de la saison, au début, ils avaient commencé très fort, on se souvient. Ils avaient perdu J1 contre un City qui avait encore Rodri à l'époque. C'était pas le City en difficulté de la suite de la saison. Et ils avaient perdu 2-1 à Anfield contre Liverpool. Mais c'était tout pendant un bon moment. C'était les 2 seules défaites jusqu'au 26 décembre. Ils étaient, à un moment, on en parlait. Est-ce que prétendant au titre, les hommes de Maresca, etc. Ils avaient bien démarré. Quels autres signes positifs? Le CUS, que je consulte régulièrement dans une lettre hebdomadaire de mi-mars, en avait fait l'effectif le mieux préparé pour l'avenir. Chelsea en tête de liste avec 91,8% de ses minutes sécurisées au-delà de l'année 2026, avec, comme on sait, sa stratégie de long contrat. Donc aussi en regardant vers l'avenir, on va revenir beaucoup plus exhaustivement sur ces dimensions que là, juste quelques chiffres balancés vite fait. Surtout que je pense que malgré ça, ils ont quand même des besoins importants et vont faire un mercato quand même assez conséquent. Penchons-nous un petit peu sur Chelsea, un club qui, je ne vais pas dire m'effraie, mais un club dont l'Europe, je crois, doit se méfier. Et on a souvent moqué ce Chelsea, pas trop ici sur la chaîne, mais là, ils sont en train de faire, je pense, de préparer quelque chose d'assez intéressant. Alors, si on commence par l'existant, pour moi, la force principale de ce que Chelsea a bâti, c'est ici. Moses Caicedo, 22 ans, Cole Palmer, 22 ans, Enzo Fernandez, 23 ans. Ils continuent à jouer dans un 4-2-3-1 comme ils le font
souvent sous Maresca. Grosso modo, je pense qu'ils ont trouvé leur triangle. En tout cas, ils ont 3 joueurs d'élite axiaux à l'intérieur du jeu et très très jeunes. Moses Caicedo, c'est le 3e joueur de Première Ligue avec le plus de tacles réussis, mais il est dans une dizaine de catégories dans le top 10, top 8 en interception par exemple. Il est aussi, je crois, le 3e joueur, ou assez élevé, 9e joueur avec le plus de passes progressives. Il est top 3 en passes dans le dernier tiers du terrain, donc un joueur vraiment des 2 côtés du ballon. Il a été élu joueur de la saison à Chelsea. Il a joué pour Chelsea 37,2 des 90 minutes possibles, quasiment chaque minute possible de Première Ligue, 38 matchs, 38 titularisations. Il a juste été sorti à un moment. Mais ouais, Moses Caicedo, énorme joueur pour Chelsea. Cole Palmer, moins bonne saison que la saison dernière, 15 buts, dont 4 pénaltys en Première Ligue cette année. Mais il est aussi, si on regarde les chiffres avancés, même s'il y a un petit peu moins de gros volume offensif, il est premier en Première Ligue en action menant à un tir, devant Bruno Fernandes, devant Mo Salah. Enzo Fernandez est 4e, justement. Alors Enzo, j'ai vu que, un petit peu moins en odeur de sainteté récemment, aussi parce qu'ils ont au milieu de terrain Romeo Lavia, qui, s'il réussit à être fit et à pas trop enchaîner les blessures comme ça a été le cas récemment, peut être une vraie option. On a vu un milieu Caicedo-Lavia qui était assez pertinent sur la fin de saison aussi. Mais ouais, que ce soit, en fait, je suis pas ici vraiment pour dessiner le 11 majeur de Chelsea. On sait qu'être compétitif sur les saisons, les nombreuses saisons, c'est vraiment une question d'effectif. Mais avec Palmer en franchise player peut-être, Caicedo qui est excellent, Lavia, Enzo, axialement comme ça, ils sont très très forts. Ils ont aussi Reece James, bien sûr, le capitaine, 25 ans seulement, beaucoup de blessures, mais s'il peut finir la saison, s'il peut continuer comme il a fini la saison et éviter un petit peu les problèmes de blessures, Chelsea a peut-être son latéral droit pour les prochaines années. Où est-ce qu'il est ici? Gusto en tant que doublure, c'est pas mal. Dans l'axe, Levi Colwill, moi j'aime bien. Je pense qu'il y a un véritable potentiel ici, 21 ans seulement. Et Marco Correa, c'est seulement 26 et c'était aussi un des joueurs clés de cette saison. L'existant, si on regarde sur des joueurs qui sont là sécurisés pour l'avenir, qui ont de vraies qualités, qui peuvent constituer l'ossature de Chelsea sur encore de très très nombreuses saisons, qui ont pour beaucoup des contrats qui courent jusqu'en 2030, 2031, 2032, etc. Je pense que c'est très très intéressant ce qu'il y a effectivement. Ça, c'est sur l'existant. Mais c'est pas la raison pour laquelle je pense qu'il faut se méfier de Chelsea. C'est juste la base. Ensuite, il y a les arrivées. Et déjà, ceux qui sont garantis d'arriver sur la saison prochaine, le premier, c'est André Santos. Comme on sait, qui a fait une saison massive à Strasbourg, club satellite qui appartient au même groupe que Chelsea. Très très grosse saison à Strasbourg, où il figure dans le 11 de l'année de Ligue 1 Who Scored. Il était nominé dans la catégorie des meilleurs espoirs UNFP. Il termine numéro 1 en tacle réussi en Ligue 1, mais il est aussi, je crois, dans le top 3 en faute provoquée. Donc encore une fois, si on parle d'un joueur des 2 côtés du ballon, qui a de la qualité sous pression, très très agressif, forte qualité à la pression. Il a été appelé en plus, j'ai vu, par Carlo Ancelotti pour sa première liste avec le Brésil. Donc il arrive avec la Seleção dans quelques jours. André Santos, c'est très très fort et son radar statistique, top 4% en Europe en tacle, mais aussi top 3% en Europe en but. Gros volume défensif, grosse activité avec ballon. Très très gros joueur qu'on peut ajouter donc. On parlait de Caicedo, Lavia, Enzo. T'ajoutes André Santos et dans ton double pivot, c'est André Santos qui a quoi, 21 ans? Ça commence à faire pas mal de possibilités. Ouais, 21 ans, il vient d'avoir 21 ans. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont 4 joueurs jeunes cracks comme ça, de cette qualité, dans leur double pivot. Alors, on l'a vu, André Santos appelé avec le Brésil. C'est aussi le cas de la 2e arrivée de Chelsea cette saison, Estevão, qui a déjà été sélectionné. Il a déjà 4 sélections. Et c'est pas anodin de le dire, parce qu'il a 18 ans. À 18 ans, Estevão est considéré comme un des grands espoirs du foot brésilien. Chelsea l'a pris, il l'a acheté en 18... Non, quand est-ce qu'ils l'ont acheté? Je sais plus quand le transfert a été finalisé, mais on devait attendre qu'il ait 18 ans pour qu'il signe. C'est un montant de transfert compris entre 34 et 60 millions en fonction des bonus. Mais donc, il arrive
1er juillet 2025, ou peut-être un petit peu plus tard si Palmeiras va un peu plus loin en Coupe du Monde des clubs, parce qu'il va participer à la Coupe du Monde des clubs avec eux. Mais ouais, juste l'ami Estevão, c'est une saison dernière, en 2024. Si je dis pas de bêtises, la saison de championnat brésilien, c'est de avril à décembre ou avril à janvier. En 2024, avril à décembre, du coup, il avait fait 13 buts, 9 passes décisives à l'âge de quoi? C'était l'année de ses 17 ans. Donc ça, c'est le moment où il avait vraiment crevé les radars. Comme on a dit, déjà 4 caps avec le Brésil. Comparé Estevão à tous les joueurs des championnats hors Big Five. Donc ce que FBRF appelle le Next 14. Les championnats entre la 6e et la 20e place. Ouais. Estevão, il est top 3% en possession progressive, top 4% en dribble réussi. Très gros volume offensif, top 10% en action menant un tir. Excellent volume offensif. Et sous Abel Ferreira, à Palmeiras, il a joué beaucoup ailier droit, que ce soit dans un 3-4-3 ou dans un 4-2-3-1 comme on voit ici. Récemment, un petit peu plus attaquant de soutien, genre milieu offensif d'un 3-4-2-1 et un petit peu plus décalé sur la gauche. Mais pour moi, j'ai regardé des compiles d'Estevão, il ressemble beaucoup à un ailier droit. C'est un vrai gaucher, il a quasi exclusivement le pied gauche. De ce que j'ai vu, je le trouve encore assez brut. Je crois qu'il arrive à Chelsea pour être directement dans l'équipe première cette saison. Je dis pas titulaire, mais je crois pas qu'il va être prêté de ce que j'ai entendu. Pour moi, athlétiquement, je le trouve encore un petit peu léger. Il n'a pas beaucoup de force bas du corps. Petite perte d'équilibre sur certains dribbles. Mais après, il a un énorme volume offensif. Il a une patte gauche qui en vrai est surpuissante. Très grosse qualité de frappe extérieure de surface. Apparemment, niveau endurance, un petit peu du mal à finir les rencontres. Mais le championnat brésilien, un peu comme la Ligue 1, un peu comme avec Strasbourg, je crois que c'est pas le pire pour préparer la première ligue. Peut-être moins sur la vitesse, mais par contre, il peut y avoir de sacrés impacts. Il y a des bouchées là-bas, il y a du contact, les terrains ne sont pas toujours des billards. Bon, la première ligue, c'est autre chose. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Estevão il soit prêt pour la première ligue, mais c'est considéré vraiment comme un énorme crack, son surnom Messinho, etc. Et comme Chelsea a peut-être une question sur ce poste d'ailier droit, imaginons dans quelques années, je veux dire même Vinicius, ça lui a pris quelques années avant de devenir le joueur qu'il est, imaginons un Estevão à 20-21 ans, qui soit un vrai crack de première ligue, ça commence déjà à ressembler à quelque chose sur le secteur offensif. Et c'est pas fini. Il y a une autre arrivée à Chelsea cet été, l'équatorien Kendry Páez. Alors lui, je suis hyper emballé. Franchement, de ce que j'ai vu, il est devenu un joueur d'équipe première à l'Independiente del Valle à 15 ans. Il marque sur son premier match contre Mushukruna, j'avoue, je ne connaissais pas le nom de ce club. Championnat équatorien, il marque sur ce petit ballon où il montre déjà beaucoup de flair, de feeling, assez magnifique. Hein. Franchement, les images, il y a les résumés sur YouTube du championnat équatorien, ça claque. Mais ouais, il avait marqué donc dans ce match et ça en avait fait, si je dis pas de bêtises, Kendry Páez, le plus jeune joueur de l'histoire du championnat équatorien. Il a déjà 17 sélections avec l'Équateur. Il tape la première cape à 16 ans et il donne une passe décisive d'ailleurs dans ce match contre l'Uruguay que l'Équateur remporte, qualif Coupe du Monde. Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'Équateur et le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de l'Amérique du Sud derrière Diego Maradona avec cette cape. Honnêtement, Kendry Páez, lui, je le trouve vraiment impressionnant et déjà impressionnant. 18 ans, mais beaucoup de stabilité bas du corps, énorme palette technique. Franchement, il sait quasiment tout faire. Il a une magnifique patte gauche aussi pour envoyer des centres, des frappes extérieures de surface. Je le trouve très fort déjà. J'ai pas assez vu de match ni de Kendry Páez ni d'Estevão pour vraiment juger. Et apparemment, lui serait prêté à Strasbourg. C'est pas confirmé encore, mais ça en prend un petit peu la direction. Toutefois, moi je trouve qu'avec ce gars-là, il y a de vraies possibilités que Chelsea ait tapé très fort. Je sais pas pour quelle position. Est-ce que c'est en substitut de Palmer, genre pour compléter ses minutes, le faire souffler un petit peu? Est-ce que c'est une idée aussi, un gaucher comme ça que tu peux mettre aussi sur l'aile droite? Alors c'est intéressant parce que Palmer, Estevão, Páez, on a parlé d'un Real Madrid qui a le problème à avoir trop de droitiers sur le secteur offensif. Chelsea, ça commence à ressembler à l'inverse. Beaucoup de gauchers, mais quoi qu'il en soit,
Franchement, ce cœur de joueur avec des gars de 21 ans, 18 ans, il est assez effrayant. Et dans l'ensemble, je pense que la stratégie sud-américaine de Chelsea, voilà, on a parlé d'Estevao, on a parlé de Paez, on a parlé d'André Santos. La stratégie sud-américaine, elle marche bien. C'est une stratégie qui a plusieurs canaux. Si c'est un joueur qui arrive et qui est considéré comme un crack, il peut avoir directement en première année des minutes avec Chelsea. Ce sera peut-être le cas Estevao saison prochaine. Si c'est un joyau à polir, genre André Santos, et ben le fait d'avoir Strasbourg en club satellite dans cette stratégie de multipropriété, très 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 bon levier de progression. C'était aussi le cas par exemple dans un autre système multiclub, Savigno pour Manchester City, à Girona par exemple, acheté par 3, bon tous ces montages et tout. Mais niveau progression sportive, je pense que ça marche super bien. Et si c'est un échec, comme par exemple Angelo Gabriel, que Chelsea avait acheté, où est-ce qu'il l'avait acheté? À Santos, le 16 juillet 2023, il y a 2 ans pour 15 millions. Il l'avait prêté à Strasbourg pendant 1 an, ça n'avait pas trop bien marché. Ils l'ont vendu à Al Nassr 23 millions. Ils ont fait même une plus-value sur lui. Bon, maintenant, voilà, il joue dans le championnat saoudien et il n'est pas un joueur d'avenir pour Chelsea. Mais il y a possibilité quand même de revente. En vrai, je trouve la manière dont est bâti ce Chelsea-là et la manière dont il flaire les pistes sud-américaines, ça marche pas mal. Et comme je l'ai dit, Strasbourg, qui a fait encore une très grosse saison, avec un entraîneur anglais, stratégie de jeunes. Je pense que la Ligue 1, c'est une bonne passerelle pour la Première Ligue. Cette idée de Chelsea de miser sur les jeunes talents, jeunes cracks en dehors de l'Europe et d'avoir avec Strasbourg une bonne passerelle pour les faire gagner en compétences, leur donner des minutes. Ça marche pas trop mal. Et on n'a même pas parlé d'un autre gars qui va arriver à Chelsea, pas cette saison, la saison d'après, Giovanni Quenda du Sporting, vrai crack. 10 matchs de Champions League cette saison, notamment contre City, où il avait été très très fort, déjà évalué à 45 millions à 18 ans. Franchement, ça ressemble à du football manager, mais ce secteur offensif, Giovanni Quenda, Cole Palmer, Kendry Paez, Estevao, et derrière Caicedo, André Santos, Enzo Fernandez, Romeo Lavia, avec aucun joueur qui a actuellement plus de 23 ans, que des gars compris entre 18 et 23. Dans quelques saisons, qu'est-ce que ça donne? Les arrivées à Chelsea me hype énormément. Pour autant, il y a encore des chantiers. On peut aller regarder du côté de l'effectif pour voir que, par exemple, sur le poste de gardien, Robert Sanchez a pas vraiment donné satisfaction. Moi, je vois encore beaucoup d'erreurs à la relance pour le style Maresca. Ça va pas trop. Est-ce que leur idée, ce serait de faire revenir de Strasbourg Petrovic, qui a fait une bonne saison, qui a que 25 ans? Ça pourrait être quelque chose, sauf s'il décide de partir sur une acquisition sur le marché des transferts. Ensuite, il y a en défense centrale, il faut épauler Levi Colwill. Il est un défenseur, je pense, assez moderne, assez adapté au style Maresca, bonne qualité de relance. Peut-être un petit manque d'impact défensif, notamment dans le domaine aérien, c'est ce qui ressort. À qui l'épauler? Ça peut pas être Wesley Fofana, par exemple, parce que malheureusement pour Wesley Fofana, il est pas dispo. Sur le nombre de blessures, 11 en 6 saisons professionnelles, 7 fois le genou, 215 matchs ratés. C'est triste pour Fofana, mais en vrai, il est déjà fini. Il ne peut pas vraiment faire une carrière de foot professionnelle. J'ai dans l'effectif de Chelsea Adar Rabiot, qui a montré de bonnes choses cette saison, notamment fin de saison. 27 ans, il est déjà presque plus dans le projet de Chelsea. Mais Tosin, j'ai trouvé ça pas trop mal. Chalobah aussi, 25. Peut-être que c'est pas le crack que tu veux associer à Levi Colwill. Peut-être même un défenseur central pour le coup. Et ça va faire partie des choses intéressantes, je trouve, sur le mercato de Chelsea. Est-ce que maintenant, c'est pas une recherche d'un petit peu plus d'expérience pour accélérer la progression de ces jeunes gars-là, si ça marche comme ça? Peut-être un défenseur central un petit peu plus capé. Et j'ai vu que KV Solécole parle sur les moves qui pourraient intéresser Chelsea de qu'est-ce qu'on a, Jared Brandthwaite par exemple, Marc Guéhi. Il va y avoir de l'activité, je pense, sur ce poste de défenseur central pour mettre un vrai titulaire aux côtés de Levi Colwill et peut-être accélérer sa progression. Donc ça, c'est un chantier. On a ensuite, au milieu de terrain, qu'est-ce qu'on fait de Dewsbury Hall,
de Mathis Amougou qui a signé au mercato hivernal en provenance de Saint-Étienne. Lui aussi, on aurait pu le mettre dans la liste des joueurs quand même très très prometteurs. Peut-être Caicedo, Santos, Lavia, Enzo, Amougou. Mais il faut voir parce que Chelsea prend beaucoup de jeunes et les garde pas tous. Ça, c'est une certitude. Il y a un vrai chantier sur le poste de défenseur gauche parce que Cucurella a donné satisfaction, mais il faut le faire souffler à un moment. Le pauvre Cucurella, je crois qu'il a joué quasiment tous les matchs. Si on regarde toutes compétitions confondues, c'est le joueur de Chelsea le plus utilisé. 47 matchs joués, 3700 minutes, encore plus avec la finale de conférence qui arrive. Ouais, il faut un substitut à Marco Correa qui soit autre chose que Malo Gusto mis sur son mauvais pied, je pense. Et après, en attendant l'arrivée de Quenda, il faut un renfort offensif à gauche, je pense. J'ai vu que, selon KV l'école, il y a des pistes. Garnacho, Nico Williams, ça fait partie des idées à gauche. Enfin, en pointe. Et c'est peut-être là que le bas blesse le plus pour Chelsea, qui a, je trouve, une très très bonne base à l'intérieur du jeu, mais après sur les postes Ligue des Champions, entre guillemets, 9 et gardien de but, là ça manque de qualité. Gardien, on va voir ce qu'ils font. Devant, Nico Jackson, moi j'ai trouvé beaucoup de potentiel à son arrivée, j'ai fait toute une vidéo sur lui. La réalité c'est que il n'a pas encore vraiment amélioré son problème de finition, seulement 10 buts cette saison, avec quasiment 14 XG. La saison d'avant, on se disait ouais, grosse activité, les appels dans la profondeur j'aime bien, le volume est là, 20 XG créés, mais seulement 14. Il a réussi à améliorer la finition, mais là, deuxième saison où on le voit être pas assez bon devant le but. Plus la suspension stupide en fin de saison, qui aurait pu coûter cher à Chelsea, démarrer ce match l'autre jour contre Nottingham Forest 109, compliqué. Comment est-ce que tu fais ? Ils ont mis Neto en pointe. Comment est-ce que tu fais ? Il y a Emega à Strasbourg qui a fait une bonne saison. Est-ce que lui peut venir ? Et sinon, on parle de Liam Delap, Benjamin Sesko, toujours dans l'idée de stratégie long terme, Joe David, Hugo Ekitike, Victor Osimhen qui est lié avec le club depuis un moment. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais peut-être il faut effectivement un renfort en pointe. Et il faut de la profondeur, parce que la saison prochaine, il y aura 2 compétitions. Et quand cette équipe a commencé à jouer la Conference League à fond, après la première phase, la phase d'élimination directe, quand ils ont commencé à mettre de plus en plus l'équipe titulaire, il y a eu des moments de difficulté. Donc ça fait partie des chantiers de Chelsea, ce secteur offensif où il faut mettre plus de monde. Modric, est-ce qu'il va revenir de sa suspension ? Sancho, qu'est-ce qu'on en fait ? Neto Madueke, je pense que c'est intéressant. Neto Madueke, là, il y a quelque chose. Nkunku, c'est un petit peu comme Wesley Fofana, tu peux pas vraiment compter sur lui. David Datro Fofana, Marc Gouillou, ils ont la qualité pour être vraiment, vraiment long terme des joueurs d'équipe première. Tyreek George, il y a beaucoup de monde à Chelsea. Hein. Dans leur stratégie d'acheter tous les cracks de la terre entière, et il y en a où ça a vraiment bien marché. Ils commencent à construire une ossature, mais il y a aussi pas mal de gars qu'il faut peut-être dégager. Beaucoup de travail sur ce mercato. Oui, les chantiers sont vastes. Et donc, mon petit bilan pour Chelsea, j'ai sorti le fameux SWOT des cours de stratégie d'entreprise, Strengths, Weaknesses, Threats, Opportunities, les forces et les faiblesses, et ensuite en regardant un petit peu vers l'avenir, les menaces et les opportunités. Si je devais appliquer un petit peu le truc à Chelsea, je dirais que sur les forces de Chelsea, il y a le fait d'avoir quelques superbes pièces sécurisées. Ça, c'est un gros truc. Quand tu es un club qui regarde autant vers l'avenir, le fait d'avoir là des pièces hyper fortes. Il y a un monde où Chelsea, c'est le OKC de NBA dans quelques années. Ils ont vraiment un cœur très très jeune et très talentueux. Ça, c'est méga important. Et ils ont comme deuxième force majeure le retour de la Champions. À la fois plus de moyens financiers encore, pour un club qui avait déjà dépensé je ne sais pas combien de centaines de millions, au-delà du milliard même depuis l'arrivée de Clear Lake, mais aussi un pouvoir d'attraction renforcé pour aller prendre peut-être des joueurs avec un petit peu plus d'expérience et de cachet. Ils ont de vraies forces. Ils ont aussi des opportunités. Pour moi, ils se sont très bien positionnés. Voilà, la planète entière a pu se moquer de Todd Boehly pendant un moment, mais la réalité, c'est qu'ils se sont très bien positionnés pour exploiter la manière dont l'écosystème foot est bâti. Leur idée de contrat long, et si on regarde un petit peu du côté de Capology, ils ont Palmer jusqu'en 2033, Fernandez jusqu'en 2032, Caicedo jusqu'en 2031, si on parle des joueurs qui constituent le cœur dont on était en train de discuter, Lavia jusqu'en 2030, voilà, tout le monde est au-dessus de 2030, c'est ça auquel le CUS se référait en parlant de l'effectif avec le plus de minutes sécurisées à long terme.
Ça, ils l'ont bien fait. Les contrats longs qui ont permis, pendant un moment, avant que l'UEFA repère le loophole et revienne dessus, mais ça montrait à quel point ils avaient réfléchi à la chose de manière correcte. C'était pertinent leur réflexion. Leur idée d'étaler la masse salariale sur le plus d'années de contrat possible pour rentrer dans les clous du fair play financier et avoir plus de cartouches potentielles. En vrai, si l'UEFA légifère dessus 6 mois plus tard, c'est parce qu'ils avaient senti quelque chose et ils avaient vraiment trouvé quelque chose. Ça, je trouvais ça fort. Ils ont un effectif méga jeune, comme on a dit, le plus jeune de l'histoire de la Première Ligue. La vision du marché de Todd Boehly, je pense, il est en train de montrer que ça peut véritablement marcher. Et malgré le fait qu'ils ont beaucoup, comme on dit en anglais, de deadwood, de bois mort, de joueurs que tu veux dégager, je sais pas, Badiachil, Disasi, peut-être que ça va se transformer en transfert définitif à Aston Villa. Il y a des joueurs, effectivement, t'as pas envie de les garder, Datrofana, etc., etc. Malgré le fait d'avoir tout ce bois mort, la réalité, c'est qu'avec des salaires bas, parce que joueur jeune, ça veut dire salaire bas, quoi. Cole Palmer, où est-ce qu'il est? Il est ici à 7 millions de livres annuels. 7 millions de livres pour Cole Palmer, 8 millions pour Caicedo, qui a coûté énormément en indemnité de transfert, mais peu en masse salariale, parce que prix très très jeune. Cette stratégie, elle est en train de donner à Chelsea seulement, entre guillemets, la 4e masse salariale de Première Ligue. 4e masse salariale de Première Ligue, ok, c'est élevé, c'est même plus que Liverpool par exemple, mais ça reste assez sain pour une équipe qui donc vient de se qualifier pour la Champions. United, 2e masse salariale de Première Ligue. Il y a quelques très très belles surperformances dans l'eau. Alors Newcastle, qui est ici, avec la 9e masse salariale de Première Ligue. Mais ouais, je pense que Chelsea s'en sort pas trop mal vu tous les joueurs qu'ils ont sous contrat. Et niveau opportunité, je pense à quel point ils ont saisi l'écosystème et la manière dont le foot va marcher entre 2025 et 2030. C'est une vraie qualité qu'ils ont. Il y a des faiblesses. Je pense qu'on l'a montré, mine de rien, l'effectif a encore pas mal de trous, notamment au post-Ligue des Champions, comme on a dit, qui te rapportent des victoires, des buts, et qui t'empêchent d'encaisser des buts. Et ouais, ils ont beaucoup de joueurs dont ils veulent se séparer. Cette stratégie de volume sur le marché des transferts, elle signifie qu'il y a pas mal de gars à dégager, là notamment cet été. Et sur les menaces, je dirais que il y a peut-être un côté, la Chelsea-ness de Chelsea. Malgré tout, ça reste Chelsea. Malgré tout l'avenir radieux que je leur prédis, ça reste Chelsea. Et c'est un club qui s'est systématiquement distingué par son imprévisibilité et son instabilité. Peut-être ça va changer maintenant qu'on n'est plus dans l'ère Abramovich et tout. Mais je me méfie aussi toujours de Chelsea dans ce sens. Ça peut vite évoluer. Et après, sinon, tout simplement, le manque d'expérience. On a parlé de l'effectif le plus jeune de l'histoire de la Première Ligue, avec moins de 34 ans de moyenne d'âge, moins de 24 ans de moyenne d'âge, 23,7. Il faut sans doute faire des acquisitions importantes cet été pour donner un petit peu plus de maturité à cette équipe. Il y a eu pas mal de points perdus sur des erreurs bêtes, et juste alors que tu t'apprêtes à jouer la Champions, peut-être un petit peu plus de vécu et d'expérience. Il y a un manque d'expérience dans cet effectif, et je pense que c'est actuellement une petite menace, parce que ça fait tellement partie de cette stratégie. Peut-être ça pourrait être réparé là sur cet été, mais disons dans les forces de la stratégie que Chelsea a choisie, ça s'accompagne aussi de cette menace de peut-être à un moment il faut, je sais pas qu'il faut prendre demain Luka Modric, mais surtout qu'au milieu ils sont bien pleins, mais peut-être en défense centrale s'équiper d'un petit peu plus d'expérience. Malgré tout, je pense que ce qu'on a montré, la qualité de certains de leurs arrivées, quand je pense à André Santos, quand je vois la qualité de Kendry Páez, Esteban, je connais un peu moins et je suis moins convaincu là peut-être tout de suite à court terme, mais je pense que si on a Kendry Páez en Ligue 1, il va choquer la France entière. Et d'autres, Kwenda par exemple, je trouve que c'est énorme, la qualité de leur existant, leur cœur jeune et talentueux, et le retour de la Champions. Maresca, la qualité défensive qu'ils ont montré cette saison en encaissant 20 buts de moins que l'année dernière. Franchement, je crois qu'on a un club qui va faire taire pas mal de moqueries, et je crois qu'il est très très bien armé pour la suite. Aujourd'hui, si je devais choisir le vainqueur de la Ligue des Champions de la saison 2027-2028, on va dire dans 3 ans, il y a 25-26, 26-27,
27-28, je mettrais Chelsea dans mon top 4. Je mettrais Chelsea demi-finaliste. Et si je dois choisir un vainqueur de Première Ligue dans 3 ans, pareil 2027-2028, je mets Chelsea totalement dans la conversation. Je vais dire que dans les 3 prochaines saisons, ils vont gagner soit la Première Ligue, soit la Champions. Pas la saison prochaine, mais attention les 2 d'après. Et ouais, je pense 2028, là, si on suit simplement la courbe démographique de leur effectif, ça peut faire extrêmement mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce que vous sentez Chelsea ? Est-ce qu'ils ont choisi la bonne stratégie ? Est-ce que d'autres clubs vont s'en inspirer sur les prochaines années ? Il y a pas mal de belles équipes et de beaux clubs jeunes. Quand on regarde la qualité du Barça, la qualité du Paris Saint-Germain cette saison, cette stratégie de la jeunesse, avec des jeunes qui ont de plus en plus vite de l'expérience aussi, elle est en train de créer, je ne sais pas si des dynasties, mais en tout cas, c'est des projets hyper solides qui, je trouve, sont en train d'être bâtis et qui pourraient marquer la fin des années 2020 et peut-être même début des années 2030. Il y a quelques clubs très très costauds qui sont en train de faire leurs armes. Qu'est-ce que vous en pensez les potes ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bon, ça c'était une projection sur l'avenir, mais on se retrouve très très vite pour parler du présent, du futur proche, notamment de ce qui arrive samedi soir. Prenez soin de vous les potes, et à bientôt. Bisous.